Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec les vivants, en eux, autour d'eux. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble de santé avec Alice Guyon. Alice est directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche en psychologie et en neurosciences d'Aix-Marseille. J'ai rencontré Alice au cours des séances de méditation autogérée initiées par le groupe Éclore. J'avais été touchée par sa capacité à associer écoute, art, créativité, science, rigueur. Une femme pleine et entière. Après avoir fait des années de recherche visant à mettre au point de nouvelles molécules pour des médicaments, Alice s'est intéressée à la santé intégrative. Au fil de notre conversation, vous comprendrez pourquoi et comment elle a fait, en commençant par elle-même. La santé intégrative est une démarche pluridisciplinaire qui associe autour de la médecine conventionnelle, donc elle ne l'exclut pas mais elle n'est pas obligatoirement intégrée, différentes approches qui contribuent au maintien de la qualité de vie et au bien-être des individus. Alice s'intéresse tout particulièrement aux états modifiés de conscience dont font partie la méditation, l'hypnose, la transe. Elle étudie leur impact sur notre santé. Elle nous explique au fil de cet épisode du podcast Entre là qu'il est possible d'être aussi rigoureux et d'adopter une démarche aussi scientifique sur ces pratiques que sur l'étude des médicaments. Elle nous explique aussi comment fonctionne le placebo et des tas d'autres choses qui m'ont bigrement intéressée. J'imagine qu'elles vous intéresseront tout autant. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute Entre là. Bonjour Alice, merci beaucoup d'être avec nous pour le podcast Entre là aujourd'hui. On va parler ensemble de santé intégrative et de plein de choses autour de la santé, des mondes dont tu viens, de comment tu as adapté tes compétences au service de cette médecine-là, comment tu l'as découverte, etc. et de tout ce qu'elle peut apporter à chacune et à chacun. Juste avant ça, pour qu'on fasse connaissance, est-ce que tu veux te présenter rapidement de la manière qui te convient ? Alors, je m'appelle Alice Guyon, je suis maman de 2 enfants et grand-mère d'un petit-fils qui est né récemment. Je suis chercheuse au CNRS, directrice de recherche au CNRS. Et en même temps, je suis directrice de publication d'une revue de santé intégrative qui s'appelle Hegel. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. Je fais beaucoup d'enseignements ou d'ateliers de philosophie, de pratiques de transmission. Et ça m'intéresse beaucoup également de faire circuler les informations. Donc, c'est un petit peu ma raison d'être, de faire circuler les informations en communiquant, en mettant les gens en lien. Donc, j'ai organisé beaucoup de colloques également, et je suis curieuse de toutes les innovations. Voilà, je suis curieuse de nature. Donc, ce qui me caractérise, c'est vraiment la curiosité et l'envie de partage. Puisqu'on va parler de santé intégrative, avant d'aller sur ce parcours qui a été le tien, qu'est-ce que c'est la santé intégrative ? Alors, ce qu'on appelle santé intégrative, c'est vraiment tout ce qui concerne la santé, mais pas seulement le traitement des maladies, mais aussi tout ce qui peut permettre de préserver la santé, de se maintenir en santé. Et donc, c'est pas uniquement la médecine traditionnelle qui inclut le médicament et la chirurgie, c'est aussi tout le reste, c'est-à-dire toutes les pratiques complémentaires, toutes les pratiques qui permettent de se maintenir en bonne santé par une prévention, ce qu'on appelle la salutogénèse, non pas soigner a posteriori une fois que la maladie est là, mais également se prémunir contre les maladies en renforçant notre système immunitaire, en maintenant notre capital santé. Donc la santé intégrative, c'est tout ça. C'est prendre les individus dans leur ensemble et même dans leur lien entre eux, puisque la dernière définition de l'OMS de la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi maintenir la personne dans un bien-être total, à la fois social, à la fois
personnel, à la fois psychique et physique. Toi, tu n'es pas née dans ce monde-là. Tu t'es d'abord investie en recherche au CNRS pour la médecine. Je crois, est-ce que tu veux nous raconter ton parcours et comment tu es arrivée à cette notion de santé intégrative progressivement? Eh bien, moi, quand j'ai commencé mes études, j'étais un peu... j'avais du mal à choisir ma voie parce que j'étais bonne en tout et on me disait bah, tu fais ce que tu veux. Donc je suis toujours allée vers ce qui me laissait le plus de possibilités. Donc j'ai fait des sciences parce qu'on me disait bah, si tu fais une première S, tu pourras tout faire. Si tu fais une terminale C, tu pourras tout faire. Et de fil en aiguille, donc je suis allée toujours faire les choses les plus élitistes du moment jusqu'à rentrer à Normal Sup, à l'école normale supérieure, en biologie, parce que quand même la biologie, dès toute petite, la vie me fascinait, la biologie m'intéressait beaucoup. Et puis arrivée là, je suis allée vers ce qui était le plus complexe, donc le cerveau, toujours dans l'idée de me laisser le plus de possibilités possibles. Et quand j'étais petite, j'avais envie d'être vétérinaire. Donc j'aimais beaucoup les animaux et je voulais les soigner. Et donc quand je suis arrivée au niveau du master, je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même essayer de revenir un petit peu à mes premiers amours et je vais essayer de faire du comportement animal. Donc, j'ai été contacter mes tuteurs, mes professeurs et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un DEA à l'époque, c'est-à-dire le master 2 en, en éthologie, en comportement animal. Et là, on m'a dit, ah, bah, c'est difficile, la voie est un peu bouchée, tu vas pas y arriver, mais par contre, tu peux faire de l'expérimentation animale en laboratoire. Et j'ai pas vu à ce moment-là que c'était pas ma voie du tout et que c'était vraiment un peu le grand écart par rapport à regarder les animaux dans leur environnement, dans leur activité spontanée, en lien avec leur entourage, et étudier ces animaux en laboratoire, dans des cages, enfermés, coupés de toute nature et dans des conditions pas du tout naturelles. Et donc, j'ai écouté ce qu'on me disait et je suis donc allée d'abord dans un laboratoire qui faisait du comportement animal, de la psychopharmacologie. Donc, l'idée, c'était de tester des molécules chimiques sur des modèles de pathologie chez le rat ou la souris, des modèles de maladies, et de voir si ces molécules amélioraient les symptômes qu'on avait déclenchés en créant ce modèle animal de maladie. Donc, ça peut paraître un peu absurde, hein. On génère des maladies chez l'animal et après, on essaye de les soigner. Et on pense comme ça pouvoir soigner des maladies chez l'humain en espérant que les modèles sont assez proches de ce qu'est la maladie chez l'humain. Et bon, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, c'était très dur pour moi de travailler en comportement animal chez les rats parce que on faisait nos expériences. Puis quand l'expérience était finie, on devait tuer les animaux pour prendre leur cerveau, pour faire d'autres tests, etc. Et j'ai commencé à être malade, là. J'ai commencé à développer des allergies aux rats, de l'asthme, des migraines encore plus sévères, etc. Et j'ai dû arrêter. Je pouvais plus rentrer dans les animaleries. J'étais allergique aux graminées, allergique aux poils de rat, de souris, allergique aux acariens. Donc, j'ai dû arrêter. Et là, je suis allée voir mon tuteur. À l'époque, c'était Philippe Hacher, que j'aimais beaucoup, et qui m'a dit, bon, dans ce cas, si tu peux pas travailler sur l'animal entier, tu peux toujours travailler sur des neurones isolés ou des tranches de cerveau ou des morceaux de cerveau. Et il m'a réorientée vers un autre laboratoire où on faisait de l'électrophysiologie. Donc, on étudiait cette fois l'activité électrique des neurones à différents niveaux avec des techniques de patch clamp, d'enregistrement électrique. Et c'était très amusant parce qu'il y avait de la physique, c'était assez transdisciplinaire, il y avait des mathématiques. C'était assez excitant l'idée qu'on puisse enregistrer l'activité électrique d'un seul neurone ou d'ensemble de neurones. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis allée vers ça et j'ai commencé à enregistrer l'activité électrique de ces neurones et tester les effets de plein de molécules chimiques sur ces réseaux de neurones, toujours dans la perspective de traiter des maladies. C'était vraiment l'idée que j'avais que, au bout du compte, ça pourrait permettre de mieux comprendre le cerveau, de trouver des nouvelles molécules chimiques qui pouvaient interagir avec le cerveau. Mais là encore, il fallait quand même, pour arriver à avoir ces neurones, qu'au départ, je prenne un animal, que je lui coupe la tête et que je fasse des tranches de cerveau ou des neurones en culture. Mais il y avait toujours
cette idée qu'il fallait au départ tuer un animal, et pour moi c'était difficile, c'était toujours douloureux, c'était toujours donc en bruit de fond, j'avais toujours des problèmes d'eczéma, d'asthme, de migraine, de maladies auto-immunes, plein de problèmes de santé que je Oui, que tu trimballais. n'avais pas eu avant tout ça, en fait, hein, que tu n'avais pas du tout jeune, hein, si j'ai bien compris. C'est arrivé vraiment, c'est Alors, apparu. les migraines, je les avais depuis toute petite, mais le reste est arrivé progressivement et puis ça empirait, quoi. Ça vraiment devenait de plus en plus envahissant et handicapant. Et j'ai quand même continué parce que je me racontais des histoires, quoi. Je me racontais vraiment des fausses motivations, comme quoi c'était vraiment important de trouver ces molécules, qu'on allait pouvoir soigner les différentes pathologies pour lesquelles on s'investissait. Donc, c'est passé par la dépression, l'obésité, la schizophrénie, l'anorexie, etc. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de tentatives de m'intéresser à des maladies et essayer de trouver des moyens de les soigner, sachant qu'en même temps, c'était pas vraiment des motivations profondes, c'était plus des bonnes raisons de trouver des financements ou de se donner des prétextes pour travailler sur ces différents réseaux de neurones. Et en fait, c'était surtout pour satisfaire une curiosité personnelle, de savoir comment fonctionnent les réseaux de neurones, quelle est la base de nos comportements, etc. Et donc, j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même regardé en arrière et je me suis dit, mais tout ce temps passé, finalement, depuis le début que je travaille là-dessus, il n'y a aucune des molécules sur lesquelles j'ai travaillé qui ont maintenant réussi à aller sur le marché. Avant qu'une molécule aille sur le marché, il faut la tester chez l'homme. Et là, il y a plusieurs phases, phase 1, phase 2, phase 3. C'est très lourd, c'est très long, ça coûte beaucoup d'argent et c'est très rare les molécules qui arrivent jusqu'au bout du process. Il y a très peu d'élus. Et parmi toutes les molécules que moi j'avais étudiées, il n'y en a aucune qui est arrivée sur le marché. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça, tous ces souris, tous ces rats qu'on a tués, tout ce matériel qu'on a utilisé, c'est des tas de molécules chimiques, c'est des tas de plastiques, c'est des tas de molécules, d'appareils électroniques, etc. Beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de temps. Tout ça pour ça. Et dans le même temps, j'avais dans mon entourage proche une personne qui était malade, qui souffrait de dépression sévère et en fait, il s'avérait que c'était des troubles bipolaires, mais à l'époque, on pensait que c'était de la dépression. Et dans l'idée de soigner cette personne, je l'ai accompagnée et j'ai vu qu'elle a essayé plein de traitements médicamenteux successivement et qu'aucun des traitements médicamenteux n'a réussi à l'aider et que ces traitements médicamenteux ne lui faisaient pas du bien, que vraiment, au fur et à mesure, il y avait plein d'effets secondaires. Non seulement ça l'aidait pas, mais en même temps, ça détruisait peu à peu son cerveau, ça abîmait un petit peu toute sa physiologie. Et donc, dans le même temps, j'ai été à la recherche de pratiques complémentaires qui pourraient l'aider. Et avant de lui proposer ces pratiques, je les ai essayées sur moi. Donc, c'est des pratiques comme le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation, la sophrologie. Et en fait, en expérimentant ces pratiques sur moi, je me suis rendu compte peu à peu que j'allais beaucoup mieux par rapport à toutes ces pathologies qui avaient été générées par mon mal-être par rapport à l'utilisation des animaux. Donc, j'avais moins d'eczéma, j'avais moins d'asthme, j'avais moins de migraines. Ça me faisait vraiment un bien fou, je sentais une détente. Et quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, en plus de ça, j'ai eu une prise de conscience assez brutale, que c'était pas moi tout ça, que j'avais été amenée à ça par mes pairs, par les attentes familiales, les attentes sociétales, mais que ça me correspondait pas, que moi, j'avais pas envie de zigouiller des animaux, même pour des causes qui pouvaient sembler de l'extérieur très, très importantes, mais c'était pas ma voie. Et du coup, je me suis vraiment remise en question. Ça a correspondu aussi à un moment où j'ai commencé à prendre conscience des problèmes environnementaux, des problèmes sociétaux, des problèmes liés au réchauffement climatique, à la disparition des espèces, à toutes les pollutions qu'on avait pu générer dans notre société occidentale qui est dans toujours plus de consommation, toujours plus. Et du coup, ça a correspondu également à un moment où je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté de manger de l'animal.
Et j'ai un petit peu changé mon mode de fonctionnement, j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai revu un petit peu ma façon de consommer et je me suis dit, bon, dans cet alignement, je ne peux pas continuer à tuer des animaux pour mes expériences. J'ai envie de faire autre chose. Et comme j'ai vu que ces pratiques complémentaires sont très efficaces pour certains aspects, j'ai envie de partir sur l'étude de ces pratiques et comment je peux faire pour mettre au service finalement mes compétences de chercheuse à l'étude expérimentale, étude scientifique de ces pratiques complémentaires. Et donc là, je suis allée taper à la porte de mes responsables au CNRS et je leur ai dit, voilà, j'ai envie de faire une reconversion, comment est-ce que je m'y prends, voilà, mon éthique personnelle ne me permet plus d'utiliser les animaux et j'ai envie d'aller vers autre chose. Et ça a été finalement assez bien accueilli, assez bien reçu. Et on m'a dit, écoute, il faut que tu te formes, il faut que tu commences à apprendre parce que l'expérimentation humaine, c'est pas la même chose que l'expérimentation animale, c'est pas tout à fait les mêmes codes, les mêmes besoins même expertise. Et donc, j'ai commencé à me former à l'expérimentation humaine. J'ai fait le DU de méditation avec Antoine Lutz à Lyon. J'ai fait des formations en hypnose, la formation à la transcognitive auto-induite de Corinne Sombrin, différentes formations où il y avait en même temps des aspects pratiques, on expérimentait par nous-mêmes ces pratiques, et en même temps des aspects théoriques sur quelles sont les façons d'expérimenter pour valider ou invalider telle ou telle pratique, comment est-ce qu'on s'y prend. Parce que jusqu'à présent, j'avais travaillé sur les molécules, les médicaments. Donc, quand on teste un médicament, il y a des protocoles bien établis depuis des années, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. On teste le médicament contre un placebo. Et là, pour ce qui est des pratiques complémentaires, c'est plus compliqué parce que pour avoir un groupe contrôle, la personne qui teste la pratique, elle sait bien quelle pratique elle est en train de tester. Donc, on ne peut pas tester contre placebo. Donc, il faut trouver des groupes contrôle qui soient judicieux pour pouvoir quand même comparer à quelque chose. Donc, on peut comparer soit à une liste d'attente ou quelqu'un qui fait ce qu'on appelle les soins courants, c'est-à-dire ce qu'on fait classiquement à l'hôpital ou en ville, ou arriver à trouver une pratique qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait, mais qui n'est pas complètement la pratique. Donc, qui mime la pratique sans en avoir pour autant le geste efficace, qu'on pense être efficace. Donc voilà, et donc je me suis dit, il y a vraiment un travail à faire là sur les méthodologies, explorer quelles peuvent être des méthodologies sérieuses scientifiques pour expertiser ces pratiques. Il faut un petit peu innover, être créatif pour mettre en place des nouveaux protocoles. Et donc, je me suis un petit peu lancée avec d'autres personnes qui étaient dans les mêmes problématiques et on s'est un petit peu fédérés pour essayer de répondre à cette problématique de quels seraient les protocoles sérieux, scientifiques, d'expertise des pratiques complémentaires. Donc, j'ai rejoint un groupe d'experts. On a même créé une société savante sur les interventions non médicamenteuses, la NPIS, Non-Pharmacological Intervention Society. Et j'en ai piloté pendant 2 ans le pôle recherche. Et ensemble, avec d'autres personnes, aussi bien des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des praticiens de pratiques complémentaires, des patients, on s'est réunis de nombreuses fois pour décider ensemble de quels seraient les protocoles les plus adaptés pour expertiser ces pratiques. Et on en a sorti un modèle qui maintenant commence à être reconnu par plusieurs sociétés savantes et qui va bientôt être publié, qui est déjà accessible en ligne, qui va bientôt être publié et qui donc permet d'avoir un outil d'expertise de ces pratiques. Et moi-même, dans ma recherche, je me suis mise à expertiser différentes pratiques. D'abord, j'ai fait des études sur des dispositifs de relaxation rapide, et puis sur des compléments alimentaires qui pouvaient jouer sur la voix et sur le stress, et puis sur voilà, différents protocoles. Et puis, au fur et à mesure que je progressais dans mes études, je me suis dit, j'ai envie d'aller vers les choses les plus écologiques possibles, c'est-à-dire des pratiques où il n'y ait pas besoin de matériel, il n'y ait pas besoin de produits pharmacologiques ou de quoi que ce soit, mais juste de
un apprentissage par la personne d'être autonome le plus rapidement possible. Je sens le temps qui avance, les mois défilent, et toi et moi, nous sommes toujours dans latence. Car le monde ne s'arrête pas, j'aimerais trouver les mots, parfois j'y pense, et ça fait mal. J'aimerais sourire à nouveau, penser mes plaies, soigner mes mots. Depuis toujours je suis blasé, persuadé qu'on est coincé dans cette société qui nous détruit la santé, contraint à travailler pour se loger et manger, pas le temps de militer, mon temps libre est limité. Je rêve d'évolution, de revoir le modèle en entier, de plus être esclave du pognon, de partager le progrès, propager la compassion, d'aider les gens à avancer, simplement de montrer que rien n'est une fatalité. Voici ma philosophie, je veux juste profiter de la vie, je veux pas faire la guerre, j'aimerais prendre soin de la terre, je veux pas passer à côté du paradis qu'on pourrait faire si seulement on agissait, au lieu de croire qu'il est trop tard, au lieu de croire qu'il est trop tard. Non mais gros, c'est quoi cette chanson? Ça m'intéresserait que tu nous expliques à quoi ça peut ressembler un modèle qui sans médicaments. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je comprends, c'est que quand on fait des tests avec des médicaments, les personnes ne savent pas si elles ont un placebo ou pas. Donc, on peut faire des tests où finalement tout le monde est dans les mêmes conditions globalement. Et puis, du coup, on compare des choses comparables. Là, tu peux pas faire ça. Et donc, du coup, comment est-ce que tu assures la comparativité? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a pu être mis en place? Je vais te donner un exemple. Là, on est en train de faire une étude. C'est un étudiant que j'accompagne en thèse, qui est psychologue à l'hôpital de Perpignan. Et il a mis au point une méditation, une forme de relaxation méditative avec un protocole très calibré. Et il a testé l'effet de son protocole chez les soignants, en particulier pendant la période Covid, qui était très éprouvante pour les soignants. Et donc, il a testé les effets de cette pratique sur les soignants. Alors, c'est sûr que si on ne teste que les effets de la pratique, comme c'est mieux, en général mieux que rien, de faire 15 minutes de pratique, on aurait du mal à avoir un point de comparaison. Donc, il a fait un groupe contrôle où il a dit aux personnes, vous allez faire 15 minutes de pratique de relaxation méditative. Sauf que les personnes étaient juste mises dans une salle, tranquillement, assises dans un fauteuil. Mais il leur avait dit, vous allez faire une méditation relaxante ou une relaxation méditative. Donc ça, c'était le groupe contrôle. Les gens ne savaient pas qu'il y avait une différence et qu'une partie du groupe allait faire une vraie relaxation méditative guidée. Eux, ils faisaient juste 15 minutes à ne rien faire. Et c'était son groupe contrôle. Mais les gens avaient eu l'information comme quoi ils allaient rentrer pendant 15 minutes dans une relaxation méditative. Donc, on comparait, la croyance était la même, je vais faire une relaxation méditative, et dans un cas, il la faisait vraiment guidée par ce psychologue, et dans l'autre cas, il ne faisait rien, mais il pensait le faire. Voilà. Donc, c'est pour te donner un exemple de protocole où on a un espèce de groupe placebo. On peut comparer aussi à un groupe qui ferait 15 minutes d'autre chose. Par exemple, 15 minutes de cercle de parole ou 15 minutes de sport. Donc, il y a vraiment toujours des moyens de trouver, en fonction de la question qu'on se pose, de trouver les bons groupes contrôle. C'est un peu plus acrobatique et un peu plus complexe que dans le cas du médicament. Mais c'est tout à fait faisable. Et même le cas du médicament, c'est pas si simple qu'il en a l'air, parce que récemment, il a été montré que dans des études où on met une partie des gens dans un groupe placebo et l'autre partie qui expérimente la molécule qu'on pense être active, eh bien, si on fait des corrélations entre les résultats obtenus avec la molécule active par rapport au placebo, bon, on a souvent un petit effet un peu plus important dans le groupe ayant eu la molécule active, mais en fait, l'étude a montré que ça corrèle beaucoup mieux quand on regarde la croyance que les gens ont d'être dans le groupe placebo ou dans le groupe ayant pris la molécule. Ah oui, donc, ce qui marche le mieux, c'est que la personne doit croire qu'elle est dans le bon groupe expérimental et non pas qu'elle soit vraiment dans le groupe expérimental. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. La part des croyances est très importante, la part de l'alliance thérapeutique est très importante, et dans tout acte médical,
ou thérapeutique, la relation thérapeutique et la croyance, l'effet placebo, en fait, ont vraiment un rôle très important. Et c'est toujours compliqué de discriminer entre le rôle de cette alliance thérapeutique, le rôle de l'effet placebo et la valeur ajoutée de la pratique ou du traitement qu'on pense être efficace ou en tout cas actif. Merci beaucoup de préciser ça, parce qu'effectivement, ça permet de comprendre vraiment mieux comment les choses fonctionnent. Oui. Alors, pardon, du coup, je t'ai un petit peu coupé. Tu étais donc en train de dire que tu avais mis en place ces pratiques et que tu avais voulu adopter des pratiques de plus en plus écologiques. C'est ça. Au fur et à mesure que je cheminais dans cette conscience du One Health, c'est-à-dire une seule santé, à savoir que notre santé, elle dépend aussi de la santé de la planète, la santé des animaux, la santé des plantes, la santé de l'air pur, la santé de la terre, d'une manière générale. Je me suis dit que j'allais essayer de valoriser, de favoriser et donc d'étudier surtout des pratiques qui ne nécessitent pas de polluer la planète. Donc, pas besoin de matériel, pas besoin de compléments, quoi que ce soit. Et les pratiques qui existent, qui sont utilisées d'ailleurs dans la plupart des civilisations, sauf la nôtre, ce sont des pratiques qui utilisent les états modifiés de conscience. Dans la plupart des peuplades, il n'y a pas autant d'argent que chez nous, il n'y a pas autant de biens matériels, il n'y a pas autant de molécules et de médicaments. Et les gens se soignent souvent avec le chaman qui fait rentrer dans un état modifié de conscience ou avec l'hypnose ou avec la méditation. Et ces pratiques, elles sont très peu utilisées chez nous parce qu'on les a un petit peu écartées de notre panoplie de thérapies potentielles ou de pratiques utilisables. Et en découvrant ces pratiques, je me suis aperçue vraiment de tout leur potentiel de prévention, de soins et même curatifs. Et j'ai décidé du coup de m'y consacrer et d'étudier plus précisément ces pratiques-là. Donc, on a maintenant beaucoup de moyens d'avoir accès à ce qui se passe dans le cerveau lorsque les personnes pratiquent ces états modifiés de conscience, soit par imagerie, soit par électrophysiologie, soit simplement en les interrogeant, en faisant de la phénoménologie. Et donc, c'est quoi l'électrophysiologie ? Donc, l'électrophysiologie, c'est ce que je faisais avant, c'est enregistrer l'activité électrique du cerveau. Alors, évidemment, chez l'homme, on va pas faire des trous dans le cerveau ou prendre le cerveau pour voir ce qui se passe, mais on a des moyens, soit en surface, en mettant des électrodes en surface, par électroencéphalographie, ou en regardant les champs magnétiques, en magnétoencéphalographie, ou avec l'infrarouge, en regardant le sang qui circule. On a des moyens indirects aussi en imagerie, de regarder en IRM, en imagerie par résonance magnétique, ou en tomographie par émission de positons, de regarder la circulation sanguine, la consommation de glucose et d'oxygène du cerveau. Et donc, on peut arriver à faire des corrélations entre certaines activités cérébrales et certains états dans lesquels les personnes sont. Et puis, on peut également étudier chez les gens qui pratiquent régulièrement ces états, est-ce que ça leur fait du bien pour telle ou telle indication. Il y a également des programmes maintenant comme le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui est un programme de réduction du stress par la méditation. Donc, il y a des moyens d'étudier si faire 8 semaines de ce programme, qui est très calibré, très bien structuré et donc reproductible, peuvent améliorer le stress, le sommeil, la dépression, l'anxiété chez des personnes qui en souffrent. Et donc aujourd'hui, tu poursuis ces études ? Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu ce qui m'anime, c'est de partir dans des projets de recherche qui vont tester les bienfaits ou pas de ces pratiques sur différents aspects de la santé et essayer ensuite de comprendre comment ça marche, par quel biais ça agit, si ça agit. Donc là, il y a plusieurs projets en cours. J'ai ce projet toujours sur la relaxation méditative dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est de l'étendre à des patients, notamment des patients atteints de sclérose en plaques. On a un projet également avec une autre étudiante sur les effets de la transcognitive auto-induite sur la voix des enseignants et leur niveau de stress et leur capacité à être plus résilients face
à ce à quoi ils sont transcognitif, tu veux dire, Alors, la transe cognitive auto-induite, c'est un état de transe qui est induit par les personnes elles-mêmes. C'est une pratique qui a été introduite récemment par Corinne Sombrin en France. Corinne Sombrin, c'est une dame qui a fait de la biologie avant et qui était aussi musicienne. Et à un moment de sa vie, elle est partie en Mongolie pour faire un reportage sur les Mongols. Et en fait, arrivée là-bas, elle a déclenché une transe au moment d'une cérémonie en entendant le tambour. Et la chamane a décidé de la garder pour la former. Et donc, elle est allée passer plusieurs mois là-bas en Mongolie pour se former, découvrir ce qu'est la transe et ses applications thérapeutiques. Et puis, comme c'est quelqu'un de très curieux et très volontaire, elle s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas avoir ces outils-là dans notre société occidentale, et avec cette conviction que tout le monde est capable d'aller dans ces états-là, qu'il faut juste trouver les bons inducteurs pour pouvoir basculer dans ces états, et que ces états peuvent avoir des bénéfices thérapeutiques, ou en tout cas pour se maintenir dans une bonne santé mentale. Et donc, de retour en France, elle a trouvé des chercheurs qui étaient d'accord pour étudier ça, et qui ont accepté de faire des électroencéphalogrammes, des IRM de son cerveau au moment où elle s'induisait et sortait de la transe. Bon, elle a fait tout un parcours parce qu'au début, elle s'induisait avec le tambour, mais c'est pas pratique pour entrer dans un IRM ou pour pouvoir faire de l'électroencéphalogramme, parce qu'on peut pas bouger quand on fait ces mesures. Donc, elle a appris à y rentrer sans le tambour. Et ensuite, elle s'est dit, j'aimerais bien faire cette expérience à d'autres que moi, ne serait-ce que pour pouvoir étudier les cerveaux d'autres personnes que le mien. Et donc, elle a trouvé des inducteurs pour permettre aux gens de rentrer facilement en transe, qui soient plus efficaces que le tambour, parce qu'en Mongolie, c'est une personne sur 10 000 qui tombe en transe quand elle entend le tambour, donc c'est pas très facile de trouver suffisamment de sujets. Et donc, elle a mis au point des inducteurs qui étaient au départ des boucles de son, des boucles sonores avec des sinusoïdes superposées. Et en affinant peu à peu ces boucles sonores, maintenant, la plupart des gens sont capables, en entendant les boucles, de rentrer dans ces états de transe. Et on va encore plus loin, parce que dans les formations qu'elle propose, on apprend à rentrer soi-même en transe sans même écouter la boucle sonore. Donc au début, on repère l'état une fois qu'on a entendu la boucle sonore, et assez rapidement, on est capable d'identifier des petits mouvements qui sont faits, ou des verbalisations, ou des vocalisations qui font que on s'induit soi-même dans la transe. Et donc, le jeu consiste à s'auto-induire. Donc, on appelle ça la transe cognitive auto-induite, parce que les personnes repèrent avec leur mental, avec leur analyse, des petites subtilités qui vont permettre de s'auto-induire dans la transe. Et ensuite, on reste dans la transe le temps qu'il faut, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, et puis ensuite, on en sort par soi-même également. Et donc, ça permet quelque part, pendant cette période de la transe, de ne plus être dans le mental, mais de se libérer un petit peu, de laisser faire, de redevenir un peu comme un enfant, et de faire tout ce que la société ne nous permet pas de faire, en fait. Nous libérer de ces contraintes, de ces espèces de contrôle permanent sur nos actes, sur ce que l'on doit être, le regard de l'autre, etc. Là, tout ça vole en éclats, et ça permet de beaucoup se libérer. Et du coup, ça pourrait avoir des effets thérapeutiques sur différentes applications qui commencent à être étudiées. Et là, en ce moment, si j'ai bien compris, tu étudies comment la transe cognitive auto-induite est utilisée par une enseignante, hein, c'est bien ça? Oui, alors là, le projet, ça va être de prendre des personnes qui sont enseignantes dans le secondaire, qui vont être formées, qui vont faire cette formation, et de voir si, après avoir été formées et commencer à pratiquer ce type de transe, est-ce que ça améliore leur quotidien? Parce que pendant qu'on est en transe, en fait, on vocalise souvent beaucoup, et on peut découvrir des aspects de notre voix qu'on n'avait jamais révélés. Donc, moi, par exemple, quand j'ai été formée, j'ai fait la formation, au moment où j'étais formée, une des personnes qui était formée avec moi, qui avait une toute petite voix comme ça, qui était très timide, qui n'osait pas parler, et tout d'un coup, la première transe qu'elle a faite, elle s'est mise à avoir une voix d'opéra. Vraiment, on n'entendait qu'elle, quoi. Elle avait une belle voix, elle y allait, et c'était la première fois qu'elle s'entendait chanter comme ça.
En fait, quand on est dans la transe, on est un petit peu dissocié. Il y a une partie qui vit l'expérience et une partie qui est observateur de ce qui se vit, de ce qui se joue. Et donc, elle s'est observée avoir cette voix. Et après, lorsqu'elle est sortie de la transe, elle savait qu'elle était capable de chanter comme ça. Donc, c'est une façon, quelque part, en s'autorisant, c'est spontané, hein, en laissant faire, on peut révéler des parts de nous-mêmes qu'on ne connaissait même pas, qu'on avait réprimées, quelque part, qu'on avait cachées. Et ça peut donner beaucoup de confiance en soi, ça peut donner beaucoup d'assises, beaucoup de possibilités qu'on ne savait même pas qu'on avait. Et du coup, devant les élèves, souvent, il y a pas mal de gêne, de stress, d'inhibition, et ça lève sous toutes ces inhibitions. Donc, c'est en ça qu'on pense que la pratique de la transe pourrait aider les enseignants à déjà voir qu'ils ont peut-être un très large spectre vocal, donc aller plutôt se ménager la voix plutôt que de forcer à aller trouver leur voix de tête, aller trouver les voix les plus adaptées pour s'adresser aux enfants, et également avoir une posture d'acceptation de soi, une posture un peu plus posée et de confiance en fait, retrouver de la confiance en soi et sa juste place. Peut-être que les dirigeants pourraient enfin nous écouter, réduire la consommation, posséder que le nécessaire, limiter les émissions pour à nouveau apprécier l'air et protéger les poissons. On est les seuls à pouvoir le faire, prendre les bonnes décisions. C'est nous qui réchauffons les mers, des millions d'espèces qui meurent, les dodos, les ours polaires. Cette réalité qui fait peur rend l'humanité délétère. C'est ma philosophie, je veux profiter de la vie, je veux pas faire la guerre, j'aimerais prendre soin de la terre, je veux pas passer à côté du paradis qu'on pourrait faire si seulement on agissait au lieu de croire. Au lieu de croire qu'il est trop tard. Je veux plus qu'on brûle de charbon, je veux repenser l'éducation, ressouder les nations, virer la discrimination, instruire la population à comprendre leurs émotions, plutôt que de la préparer à aller crever au charbon. Certains craignent la régression, mais on ne revient pas en arrière. Il y a tant de solutions pour bâtir un monde prospère. Je veux qu'on maîtrise la fusion, qu'on n'ait plus peur du nucléaire, qu'on globalise l'information, que l'IA serve d'intermédiaire. C'est ma philosophie, je veux profiter de la vie, je veux pas faire la guerre, j'aimerais prendre soin de la terre, je veux pas passer à côté du paradis qu'on pourrait faire si seulement on agissait au lieu de croire qu'il est trop tard. Est-ce que tu penses qu'il est trop tard? Ce qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être pas du tout juste, donc ça te permettra de réagir, c'est que finalement, on a tendance à être quasiment tout le temps dans un état de conscience. Bon, après, il y a l'état de rêve, mais je veux dire, quand on n'est pas en train de dormir ou de rêver, on a un état de conscience très prédominant. Et finalement, si on utilisait les autres en les comprenant, en maîtrisant un peu les processus, on aurait accès à bien plus de nous-mêmes et on pourrait du coup être ensemble bien plus que ce qu'on est, avec plus de liens, plus de facultés, plus de potentiel. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout autre chose? Oui, alors je dirais que même quand on ne pratique pas de façon formalisée ces états, on les traverse dans la journée. On n'arrête pas de changer d'état de conscience. Par exemple, quand vous conduisez, vous êtes dans un état où vous ne pensez pas à votre conduite. Vous êtes en train de mécaniquement de conduire tout en pensant à autre chose. Donc, il y a déjà une forme d'état de conscience modifié. Quand on est dans la lecture, c'est encore un autre état. Quand on est dans la rêverie, c'est encore un autre état. Quand on est dans la concentration intense sur un jeu ou... Oui, en flow, ou quand on est... Oui. Voilà, on passe continuellement d'un état à l'autre. Mais il y a certains états qu'on a un peu oubliés, comme l'état de méditation, par exemple, où on lâche vraiment le mental et on se concentre sur soit la respiration, soit l'écoute des sons, avec un non-jugement, etc. Cet état-là, on le traverse dans la journée, mais on n'y reste pas.
et en tout cas pas suffisamment longtemps pour reposer le mental. Et pour laisser le mental un petit peu de côté quelque temps et s'ouvrir à d'autres choses peut-être plus intuitives, un ressenti corporel, etc. Et donc, si tu veux, le propre de ces pratiques, c'est de nous apprendre à nous y stabiliser un peu plus longtemps dans ces états et les explorer pleinement. Et à chaque fois qu'on va se maintenir un peu plus longtemps, soit en auto-hypnose, soit en méditation, soit dans la transe cognitive auto-induite, on renforce d'autres réseaux de neurones qui se stabilisent pour permettre de se maintenir un peu plus longtemps dans cet état-là. Et effectivement, chacun de ces états peut avoir des intérêts dans notre vie quotidienne. Par exemple, si on est trop en stress, trop dans la rumination mentale et qu'on sent qu'on a une fatigue mentale, la pratique de méditation vraiment peut nous aider. Si on est sur le point de se faire arracher une dent, la pratique de l'auto-hypnose peut être vraiment très utile parce que ça nous permet d'avoir besoin de moins d'anesthésique, voire pas d'anesthésique du tout si on arrive à bien s'auto-hypnotiser et stimuler les voies descendantes qui vont réprimer la douleur, par exemple. Si on est très en colère, la pratique de la transe cognitive auto-induite peut nous permettre assez rapidement d'évacuer cette colère et de la faire extérioriser par une micro-transe et la faire évacuer de sorte qu'on peut s'éviter de cette façon d'avoir notre tension artérielle qui monte trop vite ou une migraine, par exemple. Donc, la pratique de ces états, et je dirais, c'est bien de les pratiquer en amont des crises pour être prêt au moment où la crise survient. Si on s'entraîne régulièrement, c'est un petit peu comme du sport, hein, si on s'entraîne régulièrement à les pratiquer, au moment où il y a une crise qui survient, ben on peut sortir de notre boîte à outils le bon état dont on sait qu'il est utile pour faire face à cette crise. Oui, d'autant que j'ai eu l'impression sur des choses que j'ai pu vivre personnellement qu'une fois que j'avais vécu une expérience au moins une fois, des fois même sans l'avoir du tout cherché, mais c'est survenu dans un moment en forêt ou autre, c'était possible de reconvoquer ça n'importe quand. Par exemple, j'avais été marcher en Himalaya et à un moment donné, vraiment, j'ai senti la pensée qui s'arrêtait. Au bout de 8 heures de marche là, sur les hauts plateaux près du Tibet. Et j'ai le sentiment que depuis que j'ai vécu ça la première fois, je peux reconvoquer ça. Alors, pas tout le temps, dans des états de stress fort, ça marche pas tout de suite. Mais en tout cas, dans des conditions à peu près normales, assez facilement, j'avais l'impression qu'il suffisait de l'avoir vécu au moins une fois. Est-ce que tu dirais ça ou ça suffit pas pour toi? Oui, c'est exact ce que tu dis. C'est justement le propre de la sidération. Quand le cerveau n'a jamais vécu quelque chose, si jamais il fait une expérience de quelque chose qu'il ne connaît pas du tout, très souvent, ça génère de la sidération et ou de la dissociation. Donc, face à une situation un peu inattendue, tout d'un coup, on va pas savoir quoi dire, on va pas savoir quoi répondre, on va être figé et peut-être même se dissocier. Mais si c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté ou vécu, c'est beaucoup plus facile. On va pouvoir aller dans l'action, même si on l'a vécu de façon imaginaire ou fictive. Et c'est là que, par exemple, dans le secourisme, même s'entraîner sur un mannequin ou même s'entraîner sur une poupée, ça suffit d'avoir juste fait les gestes, imaginer ce qui peut se passer si quelqu'un tombe devant vous ou a une crise, etc. Le fait d'avoir juste envisagé ce qu'on peut faire pour répondre au problème, ça suffit à ne pas tomber en sidération parce qu'on l'a déjà fait une fois et que du coup, le cerveau connaît le chemin et peut retrouver ce chemin. Donc, bien sûr, si on l'a fait plusieurs fois, et c'est encore mieux, parce qu'on a répété plusieurs fois, ça devient presque un automatisme. Mais effectivement, une première expérience peut être suffisante pour retrouver la porte vers cette solution que peut nous apporter notre pratique. Mon espoir avec ces études, c'est qu'on puisse à la fois peut-être soigner ou se guérir de pathologies qui sont pour l'instant un peu incurables et qu'on puisse aussi baisser les indications médicamenteuses, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que ces pratiques, si elles sont pratiquées régulièrement, elles amènent à plus d'écoute de soi, plus d'écoute de son intériorité, de ses propriocepteurs. Et du coup, on est beaucoup plus attentif à notre santé en amont de la maladie. On va très vite sentir si quelque chose ne va pas, être à l'écoute et aller en prendre soin et pas attendre d'avoir mal partout pour aller consulter. Ensuite, effectivement, ces pratiques comme l'auto-hypnose
peuvent permettre de diminuer les doses de médicaments, les doses anesthésiques, les doses antidouleurs, etc. Donc ça, c'est précieux parce que du coup, on diminue les risques d'effets secondaires. Ensuite, il y a beaucoup de maladies chroniques à l'heure actuelle qui se développent. Il y a vraiment une émergence terrible de maladies chroniques. Et la plupart de ces maladies, elles sont résistantes aux médicaments, aux traitements classiques. Et donc, on a besoin de trouver de nouvelles approches de nouvelles ou très anciennes approches d'ailleurs, parce que dans d'autres civilisations que la nôtre, c'est surtout ces approches-là qui sont utilisées pour venir à l'aide de toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques. La plupart des maladies chroniques, elles sont générées par le stress et par l'inflammation de bas grade qui succède au stress, qui va avec le stress. Et donc, si on permet aux gens de diminuer ce niveau de stress et de diminuer leur inflammation de bas grade par la pratique de ces différents états modifiés de conscience, ou yoga, ou tai chi, ou qigong, ou autre, eh bien, on va automatiquement diminuer le nombre des maladies chroniques, donc désengorger les systèmes de soins et aussi tous les coûts que ça engendre. Donc, ça peut être formidable au niveau prévention et même prise en soins et même traitement de certaines maladies chroniques. Donc, finalement, ça n'a que des avantages et puis ça coûte pas grand-chose parce qu'il y a, encore une fois, pas besoin de matériel, pas besoin et ça ne pollue pas la planète. Donc, c'est finalement des approches qui sont millénaires et dont on s'est privé dans notre société occidentale qui est allée vers une vision du corps qui est très mécanistique, comme si le corps était une machine et qu'on allait la réparer ou lui donner des molécules pour agir sur tel ou tel récepteur. Et c'est vraiment revenir à une autre vision du corps qui est une vision globale, corps-esprit, où l'esprit agit sur le corps et en agissant sur notre esprit, on va pouvoir aussi agir sur la matière en amont des maladies. On arrive à la fin de notre entretien, Alice. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler qu'on n'a pas encore abordé ensemble ? Il y a des milliers de choses dont j'aimerais parler. Peut-être parler des moyens qu'on a pour faire connaître au public l'existence de toutes ces pratiques. Donc, en ce qui me concerne, je m'occupe de cette revue de santé intégrative, Hegel, qui essaie de diffuser des informations sur les différentes approches de santé intégrative. Également, un film qui est en train de circuler en France, qui a été fait par Alliés Santé, qui est une association de patients et de citoyens qui s'intéressent à la santé intégrative. Le film s'appelle Viens voir. Il a été créé par Christine Bellhomme et Sandrine, qui a fait tout le montage. Et c'est vraiment un très beau film qui est allé... Elles sont allées filmer différents centres de santé intégrative en France, notamment des hôpitaux, des centres de soins, des EHPAD, des maternités, où se pratique déjà en France cette santé intégrative. Et c'est un petit peu un message d'espoir pour montrer qu'il y a des tas d'endroits où ça se fait déjà et où ça fonctionne bien et où les patients, ils sont contents qu'on les écoute, qu'on prenne du temps avec eux, qu'ils soient un peu chouchoutés, pris en soin et pas juste considérés comme une machine qu'on va réparer et prenez ça et rentrez chez vous. Et également, beaucoup de personnes qui s'investissent quotidiennement en France pour la santé intégrative. Il y a pas mal d'associations qui existent, comme le CUMIC, le Collège universitaire des médecines complémentaires, le GEDCOP, le groupement d'études sur les techniques, sur les médecines complémentaires, l'OMCNC, l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles de Nice, la NPIS dont j'ai parlé. Et tous ces organismes essayent de se réunir en une alliance de la santé intégrative pour faire connaître les intérêts, la nécessité de revenir à une santé plus intégrative. Et voilà, c'est un formidable message d'espoir, l'idée qu'on puisse un petit peu sortir de cette vision qui visiblement ne fonctionne pas, parce que le système de soins en France fait ce qu'il peut, mais il est un peu exsangue. Et donc, si on peut le soulager en apportant d'autres pratiques de prévention où chacun s'autonomise, en fait, le patient s'autonomise rapidement, et c'est des pratiques aussi accessibles à tous, qui coûtent pas cher. Donc, c'est aussi un message égalitaire. Voilà, si on peut tout mettre en œuvre dès le plus jeune âge, parce qu'il y a aussi beaucoup à faire au niveau éducation. Dans les petites classes, à partir de la maternelle, on peut commencer à expliquer
les soins bucco-dentaires, ce que c'est que prendre soin de ses émotions, se prendre soin de l'autre, le consentement. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur l'écoute, sur le respect de l'autre, qui pourraient vraiment améliorer la situation actuelle dans la société. Merci pour tout ça, Alice. Merci Gaëlle, merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir davantage sur Alice Guyon, sur ses travaux, sur ses recherches, sur la santé intégrative, sur Allier Santé, sur le film Bien voir, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!